première table ronde, les évolutions sociétales et leurs impacts sur le logement. Et j'appelle nos intervenants. On va commencer par Guy Tapie. Guy Tapie, qui est sociologue, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui est également directeur de profession architecte architecte ville-environnement, vous m'en direz tant, et auteur de Sociologie de l'habitat contemporain, Vivre l'architecture. On compte beaucoup sur vous pour nous expliquer quelles sont ces fameuses évolutions sociétales auxquelles nous sommes confrontés. Mireille Ingrez Cereda, qui est premier adjoint au maire de Boulogne-sur-Mer, qui a d'ailleurs été maire de Boulogne lorsque Frédéric Cuvillier était ministre des Transports, et qui connaît très bien les problématiques de construction, et qui, on le verra, est une, je ne sais pas si on peut dire une adepte du béton, mais en tout cas quelqu'un qui croit beaucoup en ce matériau et qui nous le démontrera tout à l'heure. Et puis enfin, quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean Bonny, qui est le président de la Fédération de l'industrie du béton. Voilà pour notre première table ronde, une table ronde au cours de laquelle je vais demander à nos intervenants de répondre très brièvement aux questions que je vais leur poser, afin que vous puissiez les interroger. On essaiera de ménager un petit temps pour du question-réponse, donc vous pouvez déjà imaginer les questions que vous poserez. Encore une fois, on n'aura pas beaucoup de temps parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais on essaiera quand même de vous donner la parole. Guy Tapie, on va commencer donc avec vous pour nous planter un petit peu le décor de ces évolutions sociétales. Donc, en tant que sociologue de l'habitat, quelles vous paraissent être aujourd'hui les évolutions majeures qui caractérisent notre époque et notre société? Et tout ça en 2-3 minutes, pas plus. Bien, merci. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, je vais répondre très rapidement. D'abord, en rappelant que le logement et l'habitat dans nos sociétés ont une valeur anthropologique et existentielle majeure. On n'en a pas forcément conscience parce que ça fait partie de notre quotidien, mais c'est quand même notre rapport à l'existence, au groupe, au collectif, de différentes natures. Alors, je vais citer un certain nombre de thèmes très rapidement. D'abord, l'individualisme de nos sociétés. On est passé des sociétés où les valeurs collectives, quand même, étaient dominantes. Aujourd'hui, à des formes d'individualisme de plus en plus marquées, où on demande à chacun d'être pratiquement l'auteur et le biographe de son expérience et de sa vie. Et ça, bien sûr, ça marque le rapport à l'habitat. Deuxième élément, c'est la sécurité, pas simplement dans sa forme un peu basique de protection physique, bien que ça y participe, mais comme réponse en fait à des angoisses collectives et existentielles majeures qui sont liées, mais ça c'est très connu, à la déstabilisation du rôle des institutions. Ça, c'est un peu votre bête noire parce que vous n'aimez pas les résidences sécurisées. Hein. Peut-être que je les aime pas, c'est vrai, parce que je pense que ça met en cause en fait une tradition européenne et politique en matière de conception de la ville, et que les résidences sécurisées, par exemple, offrent des éléments de rupture avec l'espace public auquel on n'était pas forcément habitué. Autant c'est un modèle américain, états-unien, autant c'est en profond développement dans les grandes métropoles des pays en voie de développement, autant ça tend à se banaliser aujourd'hui dans nos sociétés européennes et dans les villes européennes, et je trouve que ça a un effet effectivement négatif, si je peux prendre parti de ce point de vue-là. Si on vous suit bien, Guy Tapie, on pourrait résumer votre propos en disant dis-moi comment tu vis, plutôt dans quel logement tu habites, et je te dirai dans quelle société tu vis. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça, parce que la notion d'adresse liée au logement ou à la forme du logement, ça traduit des formes d'appropriation de l'espace, donc de socialisation, soit d'intégration dans la société, soit d'exclusion. Et on a l'exemple
des grands ensembles de logements sociaux qui, au départ, ont été porteurs de vecteurs très, très positifs d'intégration et sont devenus progressivement les symboles de l'exclusion Donc sociale. vous faites un constat qui est finalement très opposé aux valeurs qu'un certain nombre d'élus, on y reviendra peut-être tout à l'heure avec Madame la première adjointe de Boulogne-sur-Mer, qui est finalement assez éloigné de cette aspiration au vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui aspire plutôt à la sécurité, à l'individualité plus qu'au collectif. C'est un petit peu ce que la société que vous nous dessinez? Oui, c'est la tendance en œuvre. Ça n'exclut pas non plus des initiatives locales, des initiatives de groupe pour produire leur propre habitat ou leur propre logement, et notamment dans le domaine de l'habitat coopératif ou l'habitat participatif. Ça consiste à produire en groupe et par soi-même, à construire son logement. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas, ou alors c'était des alternatives qu'on imaginait de la part d'écologistes sectaires ou de personnes à qui on ne fait pas confiance pour construire leur habitat. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même sa tendance à devenir presque pas une norme, ça serait exagéré, mais en tout cas une alternative plausible pour produire son habitat et son logement. Et là, les valeurs du vivre ensemble sont profondément portées par ces dynamiques-là. Alors concrètement, si on rentre maintenant, on pousse la porte et on rentre dans les logements, dans la définition de ces logements, dans leurs affectations, dans les espaces, dans les usages, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va changer? Alors là, je laisserai répondre aussi à ma collègue architecte qui va intervenir tout à l'heure. Elle sera capable, bien sûr, de le faire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est cette idée de concevoir de l'habitat et du logement qui valorise le bien-être, la psychologie, le ressenti des individus à l'intérieur du logement. Oui. Dans le rapport tout bêtement à l'espace extérieur, à la lumière, à la vue, et ça fait des logements qui sont de plus en plus, qu'on recherche avec de grands volumes, transparents, pour donner au fond cette impression presque de respirer. Autant il y a la dimension vouloir être tranquille, c'est la dimension sécuritaire qui le porte, autant là il y a l'idée au fond de se créer un univers sensible qui privilégie le bien-être. Est-ce qu'il y a une préoccupation par rapport aux matériaux? Je vous pose la question parce que le béton est un matériau innovant. Jean-Yves Le Dreyff nous expliquait quelles étaient les différentes performances, les différents registres de performance dans lesquels le béton excellait. Est-ce qu'il y a, dans ce nouvel environnement que vous décrivez, du logement, est-ce qu'il y a une aspiration à utiliser des matériaux ou vivre dans des matériaux performants? Je ne veux pas me faire d'ennemis ici, mais bon, donc aujourd'hui... on sait ce que vous allez répondre. Oui, mais bon, voilà, c'est plus la tendance aujourd'hui dans la perception aussi des populations que, par exemple, le bois est privilégié parce que, au fond, alors qu'il n'avait pas forcément bonne presse à des moments, parce qu'il était difficile à entretenir, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'est l'habitat, mais en tout cas... Et pour quelles raisons? Le bois? Oui. Pour des raisons environnementales. Non, c'est des raisons environnementales. Il vaudrait mieux utiliser le béton que le bois. Parce que je crois que le bois vient d'Europe du Nord. Il est également souvent traité chimiquement. Oui, bien sûr. Et puis, c'est à une époque, c'était l'objet de... il venait des pays tiers, donc il était l'objet de déforestation très importante qui a beaucoup pénalisé au niveau du changement climatique. Mais ça fait rien, je veux dire. À un moment donné, aujourd'hui, c'est associé à cette caractéristique-là. Alors le béton, par contre, il a une image à un moment donné qui a été plutôt négative parce qu'il était associé aux grands ensembles de logements sociaux. Et donc là, il y a eu un peu cette image-là, peut-être injuste, je dirais, à coller à ce matériau-là, associé à cette représentation de l'habitat qui reste quand même assez négative. Jean Bonny, juste une réaction. Ça vous fait bondir d'entendre
toujours le bois, parce que finalement, ce que dit Guy Tapie, c'est à la lueur des centaines d'entretiens qu'il a pu avoir avec des gens. Je ne suis pas marchand de bois non plus. Pardon, je ne suis pas marchand de bois. Bon, d'accord. Mais dire comme ça que finalement le matériau qui est le plus emblématique de l'environnement, c'est le bois et pas le béton, alors que c'est un peu une contre-vérité. Ça ne me fait pas bondir parce que je pense que vous êtes quelqu'un de calme, on l'avait remarqué. Pas forcément, mais il y a d'autres choses qui me font bondir. Mais ça ne me fait plus bondir parce qu'il y a une part, non pas de vérité, mais une part de responsabilité de notre côté. Nous avons, depuis longtemps, je dis nous, toute la filière, nous avons considéré depuis des années et des années que le bâtiment, c'était un problème d'ingénieur, que le béton, c'était un problème d'ingénieur, et qu'on faisait un bon produit, ça suffisait, on allait le vendre. Et on a complètement négligé l'image du béton. Et on a laissé l'image du béton être associée à des grands ensembles. Et on a oublié d'associer aussi le béton, par exemple, à toutes les grandes créations architecturales du XXe siècle. Tous les grands architectes du XXe siècle ont fait des choses merveilleuses en béton. Et on a laissé se répandre une image qui est mauvaise. C'est à nous de réagir. Donc ça me fait bondir sur le fond, mais sur la forme, ça vient nous asticoter, parce qu'il faut qu'on réagisse. Alors, Guy Tapie, vous avez dans la salle essentiellement des professionnels de la construction, du béton, du logement. Est-ce que vous avez en tête, en tant que sociologue de l'habitat, quelques exemples de villes, peut-être ailleurs qu'en France d'ailleurs, où on a vraiment expérimenté cette approche nouvelle que vous décrivez du logement? Et ne parlez pas de Boulogne-sur-Mer, parce qu'on le verra tout à l'heure. Non, mais c'était ce que j'allais citer en premier, Boulogne-sur-Mer. Donc, par politesse ou par conviction? Non, par politesse. Je connais pas. C'est vachement sympa. Je connais pas. Il est très sympa. Je connais pas. Ça s'appelle une maladresse. Non, je pense pas. Non, ils font des choses sincère, très bien. Je connaissais pas suffisamment, mais ça sera avec plaisir. Non, sur le plan des expériences internationales, il faut voir que dans l'histoire de l'habitat et du logement, on a quand même des grandes réalisations, des grandes conceptions en France et en Europe en général, parce que ça a été une politique qui a été portée pour représenter, en particulier en France, le modernisme, le progrès, etc. Donc là, il y a de la valeur qui est très importante. Et on redécouvre des expériences qu'on avait ignorées. Moi, je pense à des cités-jardins qui existent. Il y en a en France quelques-unes, mais à Berlin notamment, il y en a, ou en Allemagne, il y en a beaucoup qui ont gardé une grande valeur et qu'on peut réutiliser aujourd'hui. Alors, dans les pays européens, moi je viens de Bordeaux, on est très sensible aux Néerlandais parce qu'ils apportent au fond cette qualité d'arriver à densifier au travers de l'habitation individuelle tout en conservant un caractère urbain. Donc les Néerlandais, ils sont en vogue, je pense, par ça. Les Allemands, on aime bien parce qu'ils ont une manière très négociée, très concertée de fabriquer, là, avec différents types d'acteurs. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a 25 ans, on se comparait entre pays européens, mais aujourd'hui, le problème, ou la question, ou l'enjeu, c'est l'internationalisation des expériences qui circulent au niveau mondial. Et on a aussi bien une expérience d'un écoquartier en Allemagne qu'un autre en Angleterre, ou que de pratiques d'habitat participatif au Brésil ou au Canada ou dans d'autres pays. Aujourd'hui, les références sont devenues internationales et circulent en boucle et font référence pour chacun. Et la France, de ce point de vue-là, a un certain écho parmi les pays en voie de développement, parce que justement, il y a l'expérience de la conduite de politiques d'habitat et de politiques urbaines associées qui a une certaine reconnaissance. Alors, vu d'ici, on est toujours critique sur la cohérence. Mais au ghetto dont on parlait, même à l'apartheid dont on parlait il n'y a pas longtemps le Premier ministre. Oui, tout à fait. Mais il faut voir ce qui se passe dans d'autres pays face aux contraintes d'habitat. Si on prend l'exemple du Brésil, par exemple, eux, ils sont confrontés à la pauvreté, l'inégalité très, très importante. Et l'habitat fait partie
au fond de leur politique majeure pour, je dirais, casser ces inégalités et développer de l'insertion sociale. Merci Guy Tapie, on reviendra à vous tout à l'heure au moment des questions, puis surtout n'hésitez pas à réagir. Oui. Réaction, c'est précisément ce que je vais vous demander à vous, Mireille Ingrez-Cereda, donc première adjointe au maire de Boulogne-sur-Mer. Et je précisais que vous avez d'ailleurs été maire de Boulogne lorsque Frédéric Cuvillier, qui a retrouvé son siège, était ministre. Et il faut souligner, parce que c'est quand même intéressant, qu'il a refusé de rester ministre pour retourner s'occuper de sa ville de Boulogne. Tout à fait. Une réaction à ce que vient de dire Guy Tapie, à cette évolution sociétale? C'est vrai qu'on constate cette évolution sociétale, c'est indéniable. Cependant, je pense aussi, alors c'est peut-être aussi notre différence géographique, certainement aussi, quand je rencontre des habitants notamment, et à Boulogne-sur-Mer, pour resituer, nous sommes dans le département du Pas-de-Calais, juste en face de l'Angleterre. La première préoccupation des habitants, c'est premièrement le logement, parce que nous sommes une ville moyenne extrêmement dense, une des plus denses de France. Donc c'est la priorité logement. On sait qu'on a actuellement 2000 demandes de logement non satisfaites sur le territoire boulonnais, alors que depuis 2005, nous avons livré 1400 logements neufs. Donc on a quand même encore du travail à effectuer, notamment pour satisfaire la demande. Parenthèse, la population de Boulogne, 44 000 habitants. 44 000 habitants. Et sur l'agglomération, 120 000 habitants. Combien sur l'agglomération? 120 000. 120 000, d'accord. Et donc nous avons un manque de foncier évident sur la ville de Boulogne. Donc le parti pris a été celui aussi de la reconstruction de la ville sur la ville. On est obligé de trouver soit les niches, ou soit de reconstruire sur des bâtiments vieillissants. Et donc on a un très grand programme de rénovation urbaine sur la partie nord de Boulogne-sur-Mer. Nous en avons déjà à peu près effectué le tiers. Il nous en reste encore 2 tiers à faire. Et donc, la première recherche, donc, c'est le logement. La seconde recherche aussi, à travers le logement, c'est un loyer modéré, surtout des charges assez basses. Et donc, ce que je disais, nous sommes dans une ville plutôt vers le nord, donc battue par les vents et notamment, et parfois par la pluie aussi. Et donc, cette recherche notamment de confort à l'intérieur du logement, c'est une recherche permanente parce qu'il n'est pas rare que sur du logement vieillissant, eh bien, le confort soit peu existant et que, notamment, la thermie soit quelque chose qui soit une préoccupation quotidienne. Du donc confort. C'est du concret. Voilà, je dirais, voilà, nous sommes aussi certainement sur un territoire. Du confort, durabilité, du moderne. Alors les deux sont recherchés. Durabilité, c'est ce que nous avons entrepris donc sur le quartier nord de la ville de Boulogne. Et donc le béton y entre notamment parce que nous avons utilisé, par exemple, sur le quartier qui s'appelle le quartier du Chemin Vert, nous avons utilisé le béton en plaques pour venir isoler un bâtiment donc ancien. Et donc ça permet à la fois d'avoir la thermie qui est améliorée, mais également il y a l'aspect esthétique qui est extrêmement important aussi, parce que nous voulions donner aussi un aspect renouveau sur ces bâtiments. Et donc le béton a eu cette double qualité, à la fois de permettre d'améliorer le confort thermique et aussi de rénover avec un aspect esthétique extrêmement intéressant. D'autant que les personnes qui habitaient ces logements souhaitaient rester sur le quartier. Donc quand ils ont redécouvert l'endroit où ils ont habité, véritablement pour eux, ça a été une grande satisfaction parce que c'était ce qu'ils souhaitaient, véritablement. C'était rester sur ce quartier, c'était retrouver un logement qui puisse les satisfaire et puis rester aussi dans un collectif. Voilà, c'était aussi la recherche, rester sur du logement collectif. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont eu l'habitude de vivre véritablement dans ces quartiers qui sont très chaleureux, et les gens ont l'habitude de vivre ensemble, de se rendre des services, d'aller les uns chez les autres. Et ils ont souhaité aussi qu'on puisse les accompagner sur la réappropriation des pieds d'immeubles en jardin collectif. Et donc ça leur permet véritablement un vivre ensemble. Et dans les logements rénovés, ça a été pour eux, je dirais, une redécouverte de leur quartier et puis un nouveau départ. Guy Tapie, il faut aller faire un tour à Boulogne. Hein. Mais l'invitation a été donnée. Votre réaction? Oui, non, mais moi, bien sûr. Parce que là, on est vraiment. Vous parlez d'individualisme, et c'est vrai que c'est un phénomène qui impacte fortement le logement. Mais on voit que là, il y a une démarche, et vous l'avez également évoqué tout à l'heure, de préserver le collectif, le vivre ensemble. Et on a un exemple tout à fait significatif avec l'exemple de Boulogne. Oui, tout à fait. Je ne veux pas dire que c'est Boulogne qui a la primeur sur cet aspect. C'est vrai que, par exemple, dans les politiques qui visaient à réhabiliter les grands ensembles de logements sociaux, il y a eu une politique et des actions qui s'appellent de résidentialisation,
qui visait à réhabiliter justement ce que vous évoquiez, tous les espaces publics de proximité pour créer au fond une appropriation collective pour les résidents. Et comme en général c'était des résidents qui étaient là en place depuis longtemps, généralement ça a bonifié du point de vue de la pratique collective ces ensembles-là. Dans les cités-jardins qu'on réhabilite ou qu'on fait, c'est un peu la même chose. Ce qui est visé, c'est de créer une communauté collective. Aujourd'hui, on est dans les idées quand même de créer de nouveaux villages aussi. Enfin, on est très marqué. Les élus sont, moi je vois dans les politiques urbaines, ce que l'on cherche, malgré les effets de la métropolisation, c'est de créer des villages dans lesquels tout le monde puisse se retrouver, se connaître, avec une mixité de fonctions et de services. Mireille Ingrez, ce que vous venez de décrire, c'est vraiment une tendance lourde, cette volonté de vivre en collectif, favoriser le vivre ensemble, plutôt que de jouer la résidence sécurisée, le chacun chez soi, etc. C'est une tendance lourde que vous notez en matière de logement ? On a les deux demandes, clairement. On a à la Oui. fois de la demande de petits logements, petites maisons et de résidentialisation, mais aussi on a une forte demande. En gros, je pourrais dire c'est moitié-moitié. D'accord. Moitié sur le territoire. Et donc, on équilibre en fait entre les deux, puisqu'il y a aussi des programmes que l'on introduit sur le territoire, qui sont, eux, des programmes plus petits, et notamment sur de la construction de maisons individuelles. Alors, tout à l'heure, Guy Tapie parlait du bois qui est censé incarner les valeurs environnementales. Vous, à Boulogne-sur-Mer, vous avez fait un choix un peu différent en privilégiant le béton. Pourquoi avoir fait ce choix et ne pas céder aux sirènes de la mode bois ? Alors, il y a différentes explications. Je crois que sur le béton, on l'indiquait tout à l'heure, le béton peut être utilisé véritablement de différentes façons et on peut en trouver, je dirais, avec une qualité esthétique et un choix notamment architectural qui fait que le béton est un matériau effectivement qui se prête à beaucoup d'expérimentation en matière de logement. Et nous, on l'utilise effectivement très largement. On a lancé un programme en 2011 de réalisation de 10 maisons passives. Donc on s'est associé à l'École des mines de Douai. Le bailleur social Habitat du Littoral a lancé un projet de conception-réalisation. Et donc les 10 maisons passives ont été réalisées à la fois en bloc béton cellulaire, et aussi donc avec un isolant et puis une technique qui a visé à véritablement encapuchonner la maison. Elle est complètement isolée, notamment par vide d'air. Et il y a du triple vitrage. Voilà, ce sont autant d'éléments qui ont été ajoutés, qui fait qu'aujourd'hui, on a, toujours pour répondre à notre problématique justement des habitants, comment faire pour qu'il y ait le moins de charges possible et pour que les habitants puissent avoir chaud tout simplement dans leur logement. Et donc aujourd'hui, ce sont des logements qui ont été réalisés où il y a VMC, il y a un ballon d'eau chaude thermodynamique, des capteurs aussi qui permettent aux habitants de suivre leur utilisation de chauffage ou leur utilisation notamment leur degré hygrométrique dans le logement, et de pouvoir eux-mêmes intervenir et faire en sorte de baisser le chauffage ou au contraire de mettre plus fort la VMC. On parlait tout à l'heure du numérique, je crois que c'est aussi cette façon de lier le numérique. On s'aperçoit aujourd'hui que sur les factures de chauffage, on sera à moins de 200 € annuels. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, d'autant qu'on est sur un territoire où, je le disais tout à l'heure, au contraire, on a généralement des factures de chauffage assez lourdes. Donc pour les habitants, c'est extrêmement intéressant. Et donc le béton a été justement un des éléments, parce que ça permet notamment d'avoir un logement très stable et de pouvoir créer les conditions idéales pour la régulation thermique. On est véritablement là sur un alliage entre les deux, entre la thermie et le béton, qui est extrêmement intéressant.
On a d'autres projets aussi. On balaye véritablement sur le territoire boulonnais toutes sortes de projets alliés au béton. Notamment, on est actuellement en train de rénover, alors je parle de l'aspect plus patrimonial cette fois-ci, rénover donc une crypte qui se trouve sous notre cathédrale à Boulogne-sur-Mer. Et là aussi, le parti pris, c'est le béton pour l'accès notamment du public, parce qu'il y a une alliance patrimoniale véritable entre le bâtiment lui-même qui date du 19e siècle et puis le matériau, le béton, qui s'allie parfaitement. Également, on va créer bientôt une extension du Centre national de la mer qui s'appelle Nausicaa, qui est un lieu touristique qui est visité par 600 000 personnes par an. On va doubler sa surface. Et là aussi, c'est véritablement un ouvrage d'art en béton qui allie béton et verre, puisque nous avons aussi les aquariums. Et là encore, c'est le matériau qui s'y prête véritablement avec ce projet architectural sur le territoire. Et juste en face, donc, on aura un autre projet qui s'appelle les Terrasses de la Falaise. Si on peut après passer oui, le tout petit film, les Terrasses de la Falaise, qui là aussi, alors là c'était un enjeu à la fois géologique, géographique, puisque nous avons sur Boulogne-sur-Mer une falaise. Cette falaise, elle est actuellement gorgée d'eau et elle s'écroule. Et donc c'est un terrain qui finalement est un foncier inoccupé ou inoccupable en l'état. Et donc le projet des Terrasses de la Falaise a consisté donc justement à utiliser la déclivité et réutiliser donc l'emprise foncière et faire en sorte de pouvoir y mettre un habitat en terrasse, puisqu'on va respecter finalement le côté géologique de cette falaise. Mais en même temps, c'est un programme avec 170 logements et 1000 places de parking, puisque nous serons juste en face de Nausicaa. C'est pour coupler les deux. Et donc, ça permet, là aussi, d'utiliser le béton comme ce matériau extrêmement intéressant qui va stabiliser complètement une partie de la ville. Avec donc une réutilisation aussi. Il y a aussi un avantage, je parlais tout à l'heure de la rénovation urbaine. Un des avantages aussi du béton, c'est son réemploi. On parle de démolition. Et quand on a la démolition, eh bien, on a réemployé aussi les gravats notamment dans le remblai Jean-Yves des Le routes. Dreff en parlait tout à l'heure. Ouais. Exactement. On aura un petit commentaire de Guy Tapie sur tout ce que vous venez d'évoquer, mais on va regarder ce petit film qui effectivement présente ce projet très spectaculaire de terrasse de Boulogne. Alors là, c'est le... Donc là, on a le territoire qui est représenté, donc cette falaise qui est en plus en biais, en déclivité. Et donc le chantier va consister à conforter au fur et à mesure qu'on va creuser. On va conforter complètement donc l'arrière, puisque juste derrière vous avez une route et puis aussi des habitations, des habitats qui sont encore d'ailleurs qui ne sont pas ici figurés. Et donc au fur et à mesure qu'on va creuser, donc la falaise va être confortée, des pieux, des clous aussi qui vont venir renforcer toute la paroi. Et construire au fur et à mesure donc, les différents éléments. Là, c'est pour le parking notamment, qui sera un parking souterrain. Donc après, ça va aller très très vite. Vous allez voir, le bâti se réalise très rapidement. Un peu loin de la réalité. Ça met combien de temps là, voilà. Donc voilà pour ce chantier donc, qui sera très bien, voilà, qui va démarrer dans quelques mois. Guy Tapie, un commentaire sur ce que nous a dit Mireille Ingrez Cereda, sur sa vision du logement et la façon dont la ville de Boulogne entend répondre aux attentes et aux aspirations de ses habitants. Peut-être deux commentaires quand vous évoquiez justement cette partition entre logement collectif et logement habitat individuel en fait. Et c'est vrai que peut-être là on ne l'a pas encore assez dit, mais l'habitat individuel fait partie aussi aujourd'hui et toujours et encore des grandes attentes des majoritaires de la population. Même si aujourd'hui les experts, les décideurs ont tendance à le remettre en cause pour des raisons environnementales. Mais ça fait partie, au fond, d'une transformation sociale majeure au milieu des années 70 qui a vu la maison comme étant, au fond, symbole de progrès. Et le deuxième élément, je ne peux pas commenter tout, bien sûr, c'est peut-être l'idée de mobilité en creux qu'on n'a pas... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
l'usage d'un espace d'habitat et de logement, il ne se conçoit pas sans, au fond, une mobilité des résidents, des habitants. Et c'est un système plus complexe aujourd'hui qu'il faut, et que beaucoup de métropoles intègrent dans la gestion du territoire. L'exemple de la maison individuelle, c'était que c'était vraiment dédié et porté par l'usage de l'automobile. Aujourd'hui, on est quand même dans des schémas où on essaye de casser au fond cette dynamique pour réintroduire les transports collectifs, donc la densité d'habitat, la réutilisation de friches, l'habitat individuel dense, etc. etc. Merci Guy Tapie. Jean Bonny, à travers ce qui vient d'être dit par Mireille Ingrès-Sérédam, mais également à l'instant par Guy Tapie, tous ces enjeux, c'est un terrain de jeu formidable pour le béton. Oui, c'est un terrain de jeu formidable pour le béton. Si vous me permettez juste un petit commentaire, j'ai le droit à 30 secondes. Il y a une évolution sociétale qui est à la fois sociétale, politique et économique qui n'est pas assez soulevée, à mon avis, en France actuellement. C'est le problème de la répartition entre les propriétaires et les locataires et qui peut avoir de l'incidence sur l'évolution du logement. On a un slogan politique a été lancé plusieurs fois, faire de la France une France propriétaire, etc. Et je pense que ça, il faudrait le remettre en question. Je ne suis pas forcé, c'est pas que je suis contre, mais il faudrait quand même se poser la question avant de considérer que c'est un problème résolu d'avance. Je rappelle, ce que je cite toujours, si vous regardez la carte de l'Europe, Royaume-Uni excepté pour d'autres raisons, plus les pays sont riches, globalement, moins il y a de propriétaires. Et ça, c'est une chose qui n'est pas assez réfléchie en France. Vous venez de parler de la mobilité. Il est certain que pour beaucoup de jeunes ménages avant 40 ans, se forcer à entrer dans un système de propriété peut nuire à la mobilité. Voilà, c'est juste une question que je voulais poser, c'est un point d'interrogation en fait. Oui, mais ce serait intéressant d'avoir la réponse de Guy Tapie sur cet aspect. Vous savez, ce fameux slogan tous propriétaires, dont on sent qu'aujourd'hui il a un peu de mal à se mettre en œuvre pour des questions de pouvoir d'achat, puis d'augmentation des prix de l'immobilier notamment. Ça impacte quand même fortement l'évolution du logement. Alors, c'est vrai, je ne sais pas de quand il date, mais en tout cas, il me semble que c'était Valéry Giscard d'Estaing qui l'avait initié. Tous les présidents successifs. Oui, mais lui, il avait dit on veut faire la France des petits propriétaires, que le bourgeois, que l'ouvrier soit l'égal du bourgeois pour être propriétaire de son habitat. Et effectivement, ça n'a pas arrêté de se poursuivre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus peut-être dans c'est ce qu'évoque un philosophe économiste américain, Jeremy Rifkin. Il dit qu'on est beaucoup plus aujourd'hui, on va acheter des services. On va être moins propriétaire de murs, d'habitat, de logements, mais par contre, on achète des services. Comme pour la résidence sécurisée, si on y revient. On achète la sécurité, on achète peut-être une offre de loisirs, une offre d'animation, etc. etc. Rifkin, qui d'ailleurs a travaillé dans votre région, Nord-Pas-de-Calais, sur ce que pourrait être l'économie à horizon 2050. Jean Bonny. Oui, je veux juste faire remarquer au niveau économique, pour terminer là-dessus, qu'il faut rappeler qu'en France, dans l'immobilier des ménages, c'est à peu près 6 000 milliards qui sont immobilisés. Il n'est pas sûr qu'ils ne seraient pas en partie mieux utilisés ailleurs, mais c'est un autre sujet. Alors, sur le béton, donc. Oui, le béton a tous les atouts pour répondre à tout cela. Ça a déjà été un petit peu évoqué. Je voudrais reprendre juste l'avis du béton sur 3 points. D'abord, le béton, il est produit localement. Ce qui est un énorme avantage économique, si on veut, mais surtout par rapport aux problèmes écologiques, problèmes d'environnement qu'on a soulevés. Il faut toujours rappeler ça. Le béton est un produit local et qui est toujours produit à peu de kilomètres du chantier. Pendant l'usage de l'habitation, les avantages du béton sont immenses et je dois dire, je refais un mea culpa ou un nostra culpa, on n'a pas assez mis tout cela en valeur depuis des années et des années. Il est temps de le faire, on a commencé de le faire, mais il faut continuer. Le béton est très bon en acoustique. On sait que le bruit est la principale nuisance signalée dans tous les sondages par les habitants. Il est également très performant grâce à sa neutralité physico-chimique par rapport à d'autres produits, d'autres matériaux, je veux dire, qui nécessitent
énormément de produits d'entretien. Et pour la qualité de l'air, qui est un sujet primordial, le béton est très bien placé. Et puis l'inertie thermique, c'est une des grandes forces du béton. Or, il faut savoir, par exemple, aux États-Unis, que je ne suis pas très sûr, je n'ai pas vérifié, mais j'ai lu ça dans la presse rapidement, qu'il y a 2 ans, les Américains avaient plus dépensé en climatisation qu'en chauffage, globalement. Et donc, on parle toujours quand on parle d'énergie, on parle de chauffage. Bon, dans nos climats, peut-être, mais il faut penser aussi à ce confort thermique apporté par le béton. Et enfin, en fin de vie, ça a déjà été rappelé, je le rabâche, mais il faut le rabâcher et le rabâcher. Au niveau de l'économie circulaire, le béton est recyclable et rentre entièrement dans les préoccupations actuelles sur l'économie circulaire et l'économie propre. Et Jean Bonny, très bien ce que vous dites. Et puis je voyais votre voisine opiner du chef, parce que visiblement elle a bien compris les enjeux et elle nous l'a prouvé en démontrant un certain nombre en présentant un certain nombre de projets. Néanmoins, en France, toutes ces vertus du béton par rapport à ces grands enjeux de société qui nous attendent s'agissant du logement, toutes ces vertus sont méconnues. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réparer cette injustice qui veut que le béton souffre d'une mauvaise image et soit associé à des termes négatifs? Tout le monde se souvient du terme bétonneur, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour inverser la tendance, avec le concours peut-être de Guy Tapi? Alors l'image, je suis le premier à dire que l'image du béton a été mauvaise. Il ne faudrait quand même pas généraliser parce que beaucoup de gens reconnaissent aussi dans le béton ses qualités de solidité et de protection. Donc c'est un peu ambigu. Mais enfin, effectivement, il y a une image idéologique du béton qui est liée, alors vous qui êtes sociologue, vous avez bien vu ça, qui est liée à une mauvaise utilisation sans doute, en tout cas une image qui est sociologiquement marquée, c'est celle des grands ensembles des années de la reconstruction. Et on n'a pas réagi suffisamment tôt sur ce point-là. Alors ce qu'on peut faire, c'est compliqué de remonter une pente, c'est toujours plus compliqué. Bon, d'abord, la filière s'y emploie beaucoup plus depuis quelques années, et ça passe par des programmes de communication, des programmes pour retourner les arguments et oser insister sur les forces. Il y a encore quelques années, quand on a commencé à dire le béton c'est un super matériau, je me rappelle de réactions absolument indignées de certains. Comment ça, vous osez dire que le béton c'est un matériau super, etc. Donc il faut qu'on aille chercher les faiseurs d'opinion. Également qu'on agisse auprès des collectivités locales et des élus locaux. Ce qu'on fait beaucoup plus qu'auparavant. J'ai la satisfaction de constater que beaucoup d'élus locaux ont entrepris sur ces sujets une réflexion plus fine, plus nuancée qu'il y a, je dirais, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est un travail de longue haleine et qu'il faut entreprendre et continuer. C'est un beau programme. Merci à tous les trois. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions, des remarques, des commentaires? Monsieur. François Pellegrin, architecte. C'est plus une suggestion qu'une question. Le développement durable nous a fait un petit peu changer de regard sur la manière de construire. Je parle de logement résidentiel. Et on a parlé du bois, on parle ici du béton. Vous l'avez dit aussi en introduction, je crois énormément à la mixité des systèmes. Et il y a, à mon avis, une belle perspective pour le béton, le développement des systèmes poteau-poutre et également revisiter la préfabrication qui a laissé des traces qui aussi étaient plutôt négatives au moment de la reconstruction. Mais il y a une manière maintenant de penser filière sèche parce qu'il faut penser composants, il faut penser assemblage, il faut penser performance, il faut penser réversibilité, démontage et cycle de vie. Et que là, je pense qu'il y a vraiment des belles pistes de recherche à faire dans le domaine résidentiel parce que ce n'est pas des techniques encore très répandues en France. Merci. C'est une question toute désignée pour Jean Bonny. Absolument. Donc, on n'est pas entré dans le détail, le détail que votre question appelle. Il est évident qu'à l'intérieur du béton, l'exploitation de la filière sèche et la préfabrication doit être développée ou redéveloppée. C'est évidemment un point sur lequel nous travaillons
et qu'il faut... Mais comme vous l'avez dit, il y a eu du retard de pris sur ces sujets-là, hein. Donc là aussi, c'est un chantier qui est devant nous, et il faut réfléchir en coordination précisément avec les architectes, les maîtres d'œuvre, éventuellement les maîtres d'ouvrage, pour voir quels sont les besoins et quelles sont les solutions à mettre en œuvre. Et notamment, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais le démontage, la déconstruction, littéralement des bâtiments conçus comme des mécanos que l'on puisse démonter. Il y a des programmes qui sont en train de se mettre en place et une réflexion qui est en train de naître. Mais là aussi, c'est un chantier qui est devant nous, hein. Merci Jean Bonny. La deuxième question, monsieur, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je m'appelle Hugo Motor, je suis un artiste plasticien qui travaille énormément avec le béton depuis très longtemps. Je suis l'inventeur du béton à mémoire olfactive. Je voulais dire que, en fait, j'ai une solution. On peut investir de l'argent dans des artistes qui interviennent dans la ville avec les habitants. Le ciment social, il existe dans mon travail d'artiste. Voilà, je voulais dire ça. Si vous voulez bien recevoir les artistes qui vous envoient des dossiers d'aide à des projets, excusez-moi, dans la ville, eh ben, n'hésitez pas au moins d'étudier les dossiers que vous recevez. Un commentaire, Guy Tapi? Non, après, sur L'art la réception des dossiers, bon, bien sûr, c'est Non, mais pas à moi l'art que ça incombe, mais... L'art pour réconcilier Je les pense habitants que- avec le matériau Oui, béton. je crois que c'est assez intéressant parce que ça fait partie, au fond, d'une diffusion culturelle en matière d'architecture et pour réhabiliter un certain nombre de matériaux. Parce que je crois que globalement, nous, on l'a mesuré, la culture globale de la population française en matière d'architecture est assez limitée. Et vis-à-vis d'un matériau comme le béton, qui est associé aux opérations qu'on évoquait, il a plutôt une image négative, parce qu'il s'est associé aussi à l'architecture moderne. Et effectivement, toutes ces pratiques et tous ces projets qui visent au fond à faire apprendre, mais dans le temps, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'au fond, il y a une acculturation et une socialisation à une autre architecture. Merci Guy Tapi. Un commentaire de Mireille Ingrez. Oui, juste apporter un élément supplémentaire, j'en parlais tout à l'heure. On a aussi des éléments comme le béton matricé dont je parlais, qui est d'un effet esthétique certain. Et donc, il y a peut-être aussi là, avec les architectes, un travail, j'irais, à entreprendre pour que l'utilisation du béton matricé soit peut-être plus régulière. En tout cas, ça apporte un effet aussi esthétique et qui donne tout à fait une autre image. On n'a pas l'impression que c'est du béton. Voilà. On n'est pas, je ne dis pas qu'il faut cacher le béton, mais en tout cas qu'il faut certainement lui donner une autre image et une image certainement moderne actuellement. Merci à tous les trois. S'il y avait trois idées à retenir de cette rapide table ronde, la première, c'est ce que nous a dit Guy Tapi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des évolutions sociétales qui vont lourdement impacter le logement. La deuxième idée, c'est que le béton, dans ses évolutions sociétales, et on l'a vu avec la ville de Boulogne-sur-Mer, a une grande palette de réponses à apporter à ces évolutions. Et puis troisièmement, et c'est ce que nous disait Jean Bonny, il y a incontestablement un travail à faire pour réconcilier l'opinion, pour réconcilier les décideurs, parce que tous n'ont pas votre ouverture d'esprit, avec les vertus, les capacités du béton. Et ça peut passer, je rebondis sur ce que disait notre artiste plasticien, sur effectivement un travail de ces artistes plasticiens qui mettent en valeur, qui donnent toutes ces lettres de noblesse au béton. Je vous demande d'applaudir nos trois intervenants.